Bienvenue dans Sans Tabou, le premier podcast à aborder les sujets les plus essentiels autour de la santé féminine, la santé mentale et bien plus encore. Prépare-toi à déchiffrer les mythes, comprendre ton corps et à révolutionner ton bien-être. Installe-toi confortablement et levons les tabous ensemble. Et n'oublie pas de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram et YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Maintenant, je te laisse et place à l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Tabou. Aujourd'hui, on accueille Floriane et Sylvain. On est super contents de vous recevoir. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien. Top. Je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter. Allez. Moi, c'est Neurosa, non. Du coup, moi, c'est Sylvain, j'ai 34 ans. J'ai grandi dans le sud de la France. J'ai un petit crochet par Paris. Et puis, depuis maintenant 3 ans, on vit à Lyon. Ok. Avec Floriane. Donc, je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, 30 ans l'année prochaine. Et j'ai grandi dans le sud aussi. Ok, un couple de On sudistes. s'est rencontrés avec Sylvain et après on s'est retrouvés quelques années plus tard à Paris. Ok. L'histoire. Ouais. Du coup, donc le sujet du jour et la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'endométriose, du coup, dont tu es atteinte, Floriane, et surtout de la place de l'endométriose que l'endométriose peut prendre au sein du couple, quelles implications ça peut avoir, quelle est la place de l'homme aussi dans la gestion de cette maladie, et du coup ce que vous en avez fait, notamment à travers la création du Lab de l'Endo que vous avez cofondé tous les deux. Donc on y reviendra en détail. Peut-être qu'on va commencer déjà par parler un petit peu de ton parcours, Floriane. Donc toi tu es atteinte d'endométriose. On peut peut-être déjà rappeler pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi on parle, qu'est-ce que c'est l'endométriose. Définir l'endométriose, même les médecins entre eux sont pas d'accord. C'est ça. On a plusieurs théories sur la définition et on ne sait pas encore vraiment. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne connaît pas encore vraiment la maladie. Ouais. Il y a autant d'endométriose de femmes, il y a une dizaine de symptômes chroniques, donc les symptômes vont varier selon chaque femme. Et aujourd'hui, on est quasiment à 1 femme sur 5 avec les nouveaux chiffres. Ok. Et au-delà d'une maladie gynécologique, on dit que c'est vraiment une maladie chronique inflammatoire parce que ça concerne tout le corps entier. Il y a des symptômes au niveau gynéco aussi, mais aussi au niveau digestif, urinaire, inflammatoire, fatigue chronique, sexuelle, neuropathique. Ouais. Donc c'est beaucoup plus qu'une maladie gynécologique et c'est très handicapant au quotidien pour les femmes qui la vivent. Ouais, c'est ça. Et c'est encore très méconnu du coup du grand public, on va dire. Ouais, ça s'améliore là depuis quelques années. Ouais, c'est ça qu'on en parle et le gouvernement met un petit peu les moyens aussi derrière pour... Ouais. On a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose depuis 1 an. C'est ça. Bon, on attend de voir... Ouais, on attend de voir ce que ça donne. Ouais, on va voir. La recherche avance. C'est ça. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup, sur cette maladie, on a un retard de diagnostic d'à peu près 7 ans. Enfin, on va dire, au minimum. Ouais. Moi, ça a mis plus de 15 ans. Il y a des femmes, ça met 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais commence à y en avoir. On commence à avoir des témoignages parfois de jeunes filles qui nous disent que ça a mis quelques mois. Donc ça, c'est positif, ça s'améliore aussi. Ouais. Ok, donc on a un petit peu défini le spectre de la maladie. Toi, du coup, quel était ton parcours avec l'endo ? Chaotique, hein, comme la plupart des femmes. Moi, j'ai eu mes premiers symptômes à mes 9 ans, parce que donc avant même mes premières règles. Ok. J'avais une puberté précoce, donc je commençais à avoir un développement un peu des seins, etc. Ouais. Et du coup, j'ai eu un traitement pendant 3 ans quasiment de piqûres d'hormones. À partir de tes 9 ans, du coup. Ouais, pour stopper l'arrivée des premières règles. Mais j'ai quand même eu du coup mes premiers symptômes pendant cette période-là. Donc des crises de douleur horribles. Et après, tous les ans, régulièrement, plusieurs fois par an, parfois tous les mois, ça changeait un peu. Ma mère qui venait me chercher à l'école, en pleurs, je finissais aux urgences, je faisais plein d'examens, j'allais voir plein de médecins différents. D'accord. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Parce qu'en fait, j'ai plein de douleurs à des endroits différents. J'ai des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, j'ai de la fatigue, j'ai de l'épuisement, j'ai des douleurs menstruelles, mais aussi au milieu de moi, j'ai appris plus tard que c'était l'ovulation. D'accord. Donc voilà, plein de symptômes. T'es si qu'ils étaient réguliers, du coup
Bah en fait, À partir de la ménarche? J'ai pris la pilule très jeune, Ouais. à partir de mes 15 ans, parce que bon bah voilà, parcours classique, je suis Oui, allée chez bah, gynéco, Ouais. on m'a mis sous pilule, On connaît. et ça fait 2 ans que j'avais mes règles, tu vois, donc je sais même pas comment c'était, je me rappelle pas. Donc j'ai eu la pilule, donc bah, cycle régulier avec la pilule, et, euh, et après, euh, et après le diagnostic est arrivé à mes 25 ans. D'accord. Donc, Donc, très entre-temps, t'as vu plein de spécialistes différents qui n'ont pas réussi du coup à poser de diagnostic sur tous ces symptômes. Ouais, des dizaines croisés. de médecins, je pense, vraiment, des dizaines d'examens aussi assez traumatisants et tout. Et juste à un moment donné, en fait, on a vu que j'avais une espèce de masse à l'ovaire. Et comme j'avais tout le temps mal à gauche et que c'était sur l'ovaire gauche, bah, on m'a opéré, on m'a fait une cystoscopie genre quand j'avais 16 ans. Mais ça n'a rien changé du tout et ils ont même pas vu l'endométriose à ce moment-là. Ah ouais. C'est fou quand même. Ah ouais, à l'époque, c'était pas. Ouais, donc du coup, moi j'ai entendu parler d'endométriose pour la première fois de ma vie à mes 23 ans, je pense, parce que je commençais ma carrière professionnelle et que dans mon travail à l'époque, bah, il y avait une fille qui en souffrait, qui était souvent absente. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ah, je vais peut-être creuser là-dedans. Et je suis allée voir ma gynéco. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire des examens? Elle m'a dit oui, elle n'était pas très motivée. Elle m'a dit juste, on va faire une écho endovaginale. À l'écho, on n'a rien vu. Donc elle m'a dit, bon, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. De toute façon, il n'y a pas de traitement, on peut rien faire. Donc dans tous les cas, bon, je vous donne de l'antadis, du spasson, et puis voilà. D'accord, génial. Et Merci, du coup, au revoir. Dit, bah, moi, j'avais commencé à lire plein de choses dessus et tout. Ouais. Je m'étais renseignée. Je lui avais dit, bah, on peut pas faire une IRM parce que je crois que c'est quand même comme ça qu'on voit s'il y en a vraiment. Et j'avais vu plein de témoignages de femmes qui, à l'écho, on voyait rien, quoi. Ouais, souvent c'est ça, on est obligé de passer par un IRM, mais encore, il faut trouver en plus le bon radiologue qui est un peu spécialisé pour trouver même les à l'IRM, lésions. on peut rien voir. Ouais. Et du coup, elle voulait pas me faire d'IRM, donc bah, j'ai attendu quelques années, et puis après j'ai revu notre gynéco, et puis j'ai réussi par faire une IRM. On n'a rien vu de spécifique. Enfin, on m'a dit peut-être que c'est de l'endométriose à l'IRM. Et après, en fait, j'ai découvert un site qui s'appelle Deuxième Avis. Là, j'ai envoyé mon dossier. D'accord. Et là, j'ai eu accès à un médecin pour lequel il y a des mois d'attente normalement. C'est un des meilleurs en France sur ça. Et donc, lui m'a diagnostiqué avec mes IRM à l'imagerie. D'accord. C'est fou quand même, après tant d'années de souffrance, d'exposition de ces symptômes, que du coup, personne. Ça a mis la puce à l'oreille à personne, toi. Bah ouais, et puis en plus, je me rappelle à l'époque une anecdote. Du coup, j'avais fait plusieurs échographies à l'époque où je commençais à chercher ça. Et du coup, ma gynéco me dit, bah, je vais vous envoyer faire une échographie chez une spécialiste de l'endométriose et tout. Donc j'étais là, super, je vais enfin savoir. Et du coup, je fais l'échographie endovaginale. Je souffre le martyre parce que ça fait hyper mal. Et la spécialiste me dit, bah non, vous avez des super ovaires, vous avez rien du tout, vous êtes en pleine forme et tout au niveau gynéco. Et en fait, je sors en pleurant, t'es venue me chercher, je me rappelle, et je pleurais, j'étais là, mais elle m'a dit que j'allais super bien, mais... Oui, à un moment donné, on veut savoir aussi, c'est une certaine forme de soulagement de pouvoir poser un diagnostic et de pouvoir se mettre dans une case, même si bon, elle n'est pas hyper confortable, au moins on sait qu'on va pouvoir avancer, quoi. L'attente psychologique, quoi. Ah ouais, c'était super dur de me dire, bah en fait, on me donne zéro solution, quoi. On me dit pas ce que j'ai, on me dit pas comment je fais pour aller mieux, enfin, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis toute seule, j'en peux plus, quoi. Et donc toi, tes symptômes, si on revient un petit peu là-dessus, précisément, comment ça se manifeste pour toi, l'endométriose et s'il y a eu une évolution, du coup, depuis tes 9 ans? Ouais. Moi, du coup, les plus grosses douleurs que j'avais, c'était à l'ovulation, mais du coup, ça, je l'ai compris bien plus tard. C'était vraiment des crises de douleur, bah, à tomber dans les pommes, à finir aux urgences, etc. D'accord. Donc quasiment 1 mois sur 2, parce que moi c'est surtout l'ovaire gauche, Okay. Donc 1 mois sur 2 vraiment des crises comme ça. Les douleurs de règles un peu, mais c'est pas mon pire symptôme, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à m'identifier. Et oui, parce que du coup souvent on pense que c'est juste des douleurs pendant les règles. Quand ça commence à être médiatisé, on parlait que de ça, des douleurs pendant les règles. Alors que le panel des réjouissances est tellement plus large. Voilà. Donc moi c'est beaucoup digestif, ballonnement, endobélie, donc ventre de femme enceinte, urinaire. D'accord. Énormément. Difficulté à la miction. 90 ans clairement. Ok. Douleur lombaire, pareil, dos d'une mamie de 90 ans. Ok. Tu le fais pas, hein. À l'intérieur, fatigue chronique, épuisement, douleur pendant les rapports, douleur sexuelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pas mal, genre. Ouais. Non, mais il y a vraiment des symptômes visibles et d'autres moins. Eh oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, la fatigue chronique, c'est un des plus gros symptômes des filles qui sont atteintes d'endométriose, quand même. Et c'est un truc lancinant. C'est le plus silencieux, ouais. Si elles sont fatiguées, enfin, tu peux dormir beaucoup, être épuisé pendant la journée, ça te tombe dessus. C'est un truc assez vicieux, en fait. Ouais.
Alors que les règles douloureuses, tu disais justement, Ouais. toi tu t'es pas identifié à ça, mais on leur a toujours dit que voilà, c'était normal. En plus, c'est ouais, vos règles, la donc, normalisation de la douleur chez c'est les pas femmes. sympathique, donc ça va vous faire mal, etc. Donc Mm. forcément, tu t'associes pas une maladie à ça tout de suite. Et du coup, la fatigue chronique, tu dis je suis fatigué, je suis épuisé, tu as l'impression voilà, de pouvoir rien faire. Et en fait, c'est un des symptômes les plus costauds que tu vis. Donc ça, Et le plus compliqué, c'est de lier tous les symptômes à l'endométriose. Ouais, c'est ça. Tu passes ton temps. Enfin, moi, je me disais, attends, j'ai la mononucléose, c'est pas possible. Enfin, je partais Oui, dans en plein plus, il y a tellement de pathologies que tu peux identifier et supposer que. Ouais. Et puis souvent, ça se croise en plus. T'en as pas qu'un, t'en as en même temps, plusieurs. je trouve que c'est, entre parenthèses, peut-être pas une chance, mais je veux dire, au moins, tu as différents signaux dans la santé féminine qui peuvent peut-être raccorder et dire, ok, on va peut-être creuser là-dessus. Et ce que Florian n'a pas eu pendant longtemps, c'est le côté on va creuser là-dessus. Et c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en avant, et c'est rentré au programme de médecine il n'y a pas si longtemps que ça. 2020, ouais. Voilà, 2020. Ouais. Donc c'est très récent. Et du coup, normalement, le multisymptomatique fait que quand t'en cumules, comme tu disais, tu les croises, tu te dis, mais ça serait pas quand même. Ça peut mettre sur une piste, voilà. ouais. Donc si c'est un truc très précis, peut-être qu'il n'y en avait qu'un seul, ce serait peut-être même plus compliqué s'il n'est pas visible tout de suite. Tu te dis, voilà, là, du coup, tu croises quand même pas mal de trucs qui te font dire quand même vraiment quelque chose de pas normal. Ouais, c'est ça. Oui, maintenant il y a un questionnaire, les médecins. Oui, c'est un peu plus cadré. Ouais. Même si on le voit pas à l'image, Les professionnels de santé sont un qui peu plus effectivement alertes maintenant là-dessus. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que il y a aussi des personnes qui sont atteintes d'endométriose et qui sont asymptomatiques, qui le découvrent aussi du jour au lendemain parfois. Et les symptômes se révèlent ou pas, mais parfois ça se révèle et ça se révèle puissance 12. Et là, c'est un peu la descente aux enfers. Et comme on disait, après, il y a autant d'endométriose que de femmes. Mais l'intensité des symptômes n'est pas liée à l'étendue des lésions, mais c'est ça qui est fou, quoi. Parfois, il y en a, elles sont asymptomatiques, mais elles ont énormément de lésions. Il y en a d'autres qui ont très peu de lésions, mais qui sont hyper symptomatiques. Ouais. Et parfois, c'est vrai que ça peut se réveiller. En fait, ça dépend des fluctuations hormonales, parce que c'est une maladie aussi à dépendance hormonale. Et du coup, ça peut se réveiller après une grossesse, après des changements hormonaux, des changements de pilules, des changements de déséquilibre hormonaux dans notre vie. Oui, ou un choc émotionnel, un trauma, comme beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, mais là c'est particulièrement lié aux hormones, donc ça peut être révélateur aussi. Ok, et du coup, donc on a commencé à un petit peu à en parler, mais qu'est-ce que tu as ressenti toi quand enfin on a pu poser ce diagnostic d'endométriose sur cette errance médicale? Cette fois-ci, j'en ai pleuré, mais de joie. Ok. J'étais trop contente qu'on me diagnostique l'endométriose. Ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui revient, quoi. On est soulagé en fait juste d'avoir un mot sur nos mots et on se dit au moins maintenant je vais plus perdre mon temps et mon énergie à chercher ce que j'ai et à prouver que j'ai mal, etc. Oui. Maintenant je vais plutôt passer mon temps et mon énergie à trouver comment aller mieux, quoi. Oui, parce qu'il y a cette difficulté à être entendu, quoi. En plus de ça, en plus de pas savoir ce qu'on a, c'est à nous d'investiguer. Et puis, ça a encore du mal à être pris au sérieux, donc ça doit être émotionnellement quand même un peu intense aussi, au bout de toutes ces années. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a, toutes les femmes qui nous écrivent, parfois elles me disent moi j'en peux plus, j'ai pas de diagnostic, etc. Et du coup, j'essaie d'insuffler un peu une tendance où, il y aura jamais marqué endométriose noir sur blanc sur leur examen. Et il faut passer au-delà et passer son temps et son énergie, se focaliser surtout sur comment aller mieux. C'est bien d'avoir un diagnostic, mais aujourd'hui on a compris que le diagnostic c'est compliqué, donc s'auto-diagnostiquer parfois, comprendre que on a tous ces symptômes-là. On n'a pas forcément de mots, mais au moins comprendre tous les symptômes qu'on a et se dire on va trouver comment aller mieux, même si on n'a pas de mots sur un papier, quoi. C'est vrai. C'est le message le plus important. Premier message. Quand tu le redis, ça me choque à chaque fois en mode je mettais toute mon énergie à me faire diagnostiquer. C'est ça. Et après j'ai mis toute mon énergie à aller mieux, quoi. Ouais. Alors qu'en fait on devrait réfléchir les deux en même temps de base, quoi. Oui. Ouais. Et ça a fait une bascule, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aller mieux parce que je me suis intéressée aux solutions, alors qu'avant jamais de la vie. Parce que je me sentais pas légitime, et souvent c'est ce qui revient. Oui, en plus, ouais. Et ça c'est compliqué parce que c'est vraiment la double peine, quoi. Déjà tu souffres, tu culpabilises de souffrir parce que les autres te le font aussi peser sur toi souvent. Et en plus de ça, t'as pas de solution, et c'est vraiment la double peine, quoi.
Et du coup, en termes de solutions, donc à partir du moment où le diagnostic est posé, est-ce qu'on t'a proposé un traitement, même si on sait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui guérit l'endométriose, mais qu'est-ce qu'on t'a offert du coup après ça? On m'a offert de l'Antadis sur un plateau. Ok. Mais non, la pilule aussi. La pilule, Ouais, donc antidouleur, pilule. Ouais, c'est la réponse un peu l'automatisme des médecins aujourd'hui, hein, c'est la pilule. Donc pilule en continu? Ouais, pilule en continu. En fait, on m'a pas... Moi, j'avais une pilule qui me convenait plutôt bien. Enfin, j'avais pas des symptômes, des effets secondaires horribles. Donc, elle m'a dit, bon, bah, on va garder cette pilule qui n'est pas du tout faite pour l'endométriose à la base. Mais tu vas la prendre en continu en continu, quoi. Ouais. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça s'est super mal passé parce que pendant quasiment 6 mois, 1 an, j'avais encore plus de symptômes du coup qu'avant. D'accord. Donc, j'avais encore plus de douleurs. J'avais des hémorragies tout le temps. En fait, j'avais mes règles tout le temps. D'accord. Au bout d'un moment, ça a commencé à se calmer, mais j'avais des saignements avec des grosses douleurs qui revenaient régulièrement. Donc bon, c'était un peu compliqué cette pilule en continu. Pendant les rapports, quand j'avais des rapports sexuels, j'avais des hémorragies. Quand j'avais un orgasme, alors ça c'était un truc de fou, avec la pilule en continu. Quand j'avais des orgasmes, ça me déclenchait des douleurs, mais j'avais jamais eu de ma vie. Pourtant j'avais eu des douleurs très intenses, mais là c'était encore pire que d'habitude. Donc vraiment, je tombais dans les pommes, je vomissais. Ça gâche un peu le moment. J'avais des hémorragies. Ok. Donc c'était compliqué cette pilule quand je l'ai prise en continu. D'accord. J'ai fini par l'arrêter. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est censé nous faciliter la vie. Quand ça augmente les symptômes, ça pose un peu question. Ouais. Donc, ok, pilule, c'est la seule solution qui t'a été proposée. Ouais, parce qu'on me disait c'est pas opérable. Bon, j'avais déjà eu une celluloscopie quand même. Ouais. Tu sais où elles sont situées, du coup, les lésions d'endométriose chez toi? Ouais, vers le ligament hétérosacré. Ok. Et j'ai de l'adénomiose aussi. D'accord. Alors l'adénomiose, du coup, c'est une forme d'endométriose profonde qui vraiment atteint les muscles de l'utérus. Voilà. Et hyper douloureux. Ouais. Bah, c'est une forme d'endométriose et du coup la différenciation généralement c'est que l'adénomiose c'est plus lié aux symptômes gynéco parce que du coup c'est plus lié à la sphère gynéco, donc plus aux douleurs de règles, à l'infertilité on dit aussi, mais bon, moi mon médecin m'a dit que l'infertilité il voyait pas de soucis particuliers vu que mon adénomiose n'était pas forcément très répandue. Et après quand les lésions sont situées ailleurs, plus en dehors de l'utérus, donc les ligaments hétérosacrés, ça va passer vers un nerf proche de ma vessie. D'accord. C'est ce qui peut expliquer. Ou c'est pas loin aussi de mon intestin aussi, où j'ai un peu l'intestin qui descend et du coup, ça passe pas loin. Donc ça agit sur la sphère digestive. Toutes les zones autour. Et du coup, ça fait un peu des adhérences, comme on dit. Donc voilà, ça va toucher un peu mes intestins, etc. Donc moi, c'est ce qui explique que j'ai des symptômes digestifs et urinaires aussi. Et douleurs pendant les rapports aussi, parce que ça fige aussi les muscles utérins et du coup il y a moins de mobilité. Donc du coup quand il y a moins de mobilité, ça accompagne pas le mouvement pendant les rapports, donc ça fait mal, quoi. C'est ça. Juste, je rappelle un petit point technique qu'on n'a pas précisé tout à l'heure. L'endométriose, c'est du coup des cellules qui ressemblent à l'endomètre qui migrent en dehors de l'utérus et qui créent cette situation inflammatoire dans la mesure où elles saignent en même temps que les règles. Ça, pour vraiment aller dans le global, mais pour que les gens peut-être comprennent un peu mieux. Parmi les plusieurs qui existent, c'est la théorie qui est retenue par les médecins en France, mais à l'étranger, il y a d'autres théories qui sont retenues et du coup, il y a d'autres traitements qui sont proposés. Et c'est pour ça qu'en France, on est pilule. Enfin, les médecins sont très là-dessus parce qu'ils se disent que comme c'est cette théorie-là, en arrêtant les règles, on arrête les symptômes. C'est ça. Sauf que on voit de plus en plus que y a des femmes qui ont fait une hystérectomie, donc on retire l'utérus et finalement les symptômes continuent parce que les autres théories parlent de la génétique. Donc finalement, l'endométriose peut être là dès qu'on est avec la génétique. Donc finalement, c'est même avant les premières règles. Donc finalement, il y a des lésions qui peuvent être là, pas forcément liées aux règles. Il y a des théories aussi sur des cellules qui se dispersent partout dans le corps. Donc ça, c'est vraiment sur la théorie de la maladie inflammatoire et pas forcément que gynécologique. Ouais. Et donc là, les médecins dans les autres pays vont pas forcément se focaliser sur la pilule, mais vraiment proposer un traitement, ça arrive de plus en plus en France, sur le traitement de l'inflammation au global. Donc il y a des traitements médicamenteux qui commencent à être à l'essai là-dessus,
ou aussi énormément sur baisser l'inflammation, le stress oxydatif. Ouais. Et donc c'est là que c'est très intéressant l'approche holistique avec l'alimentation, la réduction du stress, tout ce qui peut être lié à l'inflammation en fait. Et ouais, bien sûr. Et toi, du coup, est-ce que on t'a proposé en dehors de la pilule, un accompagnement de confort, on va dire, ou est-ce qu'on t'a dirigé vers des thérapeutiques complémentaires ou c'est toi qui as fait cette démarche vraiment toute seule? Ouais, je crois que de tous les gynécos que j'ai vus, si, il y en a une fois qui m'a parlé d'ostéopathie, c'est tout. Ok. Ouh là là. J'étais là genre, ah trop bien, trop contente qu'elle m'en parle. Mais sinon, tous les gynécos que j'ai vus m'ont jamais parlé de thérapie et je trouve ça trop dommage. Je sais que la nouvelle génération est beaucoup plus sensibilisée à ça, donc c'est trop bien. Il y a des filles qui nous disent que maintenant leur gynéco leur parle de thérapie, donc ça c'est hyper important. Mais voilà, moi j'ai une de mes gynécos que j'avais vue au tout début où je lui disais, mais moi j'ai commencé à m'intéresser, j'ai lu que la nourriture, l'alimentation pouvait être liée. Elle m'a dit, ah non, franchement, non, pas du tout. Allez voir un gastro-entérologue si ça vous fait plaisir, mais en gros, D'accord. Mais il n'y a pas de lien avec l'endométriose. Ça me fait plaisir. Donc bon. Mais bon, la nouvelle génération est plus sensibilisée, donc c'est cool parce que donc j'ai pris la responsabilité. T'as pris le lead là-dessus, de me former et de tester plein de thérapies qui m'ont énormément aidée. Ouais. Ok. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de praticiens autres que les gynécos qui du coup ont une patientèle qui augmente de plus en plus sur ce type de pathologie et en fait tu découvres un nouveau monde dans ces pratiques-là et les gens te disent mais nous on sait gérer ça, ça fait longtemps qu'on les ostéos, les kinés, tout ce que tu as fait. Oui. Et là tu te dis mais en fait pourquoi on m'a pas proposé ça, c'est la question à un moment donné de te dire c'était juste une question de proposition à un moment donné dans le parcours quoi. Et ça t'a changé la vie quoi. Bah oui, c'est ce qui change la vie généralement. Encore plus que... Enfin, la pilule, ça aide, c'est un support, mais on peut pas s'appuyer sur la pilule et les médicaments toute notre vie, quoi. Non, c'est clair. Et puis ça éteint, entre guillemets, un petit peu l'incendie à un moment donné, mais ça règle pas le problème à la source, quoi. Là, c'est encore pire, ou ça se développe aussi pendant la pilule. Donc, faut vraiment mettre en complément toute la prise en charge pluridisciplinaire sur les 3 piliers, comme on dit toujours, c'est... l'alimentation, l'hygiène de vie, la réduction du stress et la mobilité du corps. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce parcours? Est-ce que toi-même, tu as des petits rituels que tu voudrais nous partager Des gros rituels. J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Après, je pense que l'alimentation, ça fait quand même... ça en a fait partie. Ah ouais, clairement, l'alimentation, ça a été le jour et la nuit. Ouais. Là où j'ai commencé, c'était par la naturopathie. Ouais. Et là j'étais choquée. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des domaines dans lequel tu peux peut-être voir le plus de retours. Rapidement. Faire rapidement, facilement. Ouais. Pour reprendre du coup tout ce qui est la nourriture anti-inflammatoire et tout ce qui peut graviter autour. C'est pas facile parce que tu as tes habitudes alimentaires. Bien sûr. Évidemment, dans un claquement de doigts, tu n'arrêtes pas le sucre, tu n'arrêtes pas plein de choses. Mais tu peux déjà retirer au fur et à mesure certaines choses et tester parce que dans la nourriture, tu peux quand même, tu penses à tous les plats que tu aimes dans la vie, tu peux quand même adapter des choses, continuer à manger des choses agréables et que tu trouves bonnes. Mais l'idée c'est pas trop de se frustrer non plus pour créer du stress. Et du coup, en retirant des petites choses au fur et à mesure, et tu as vu la différence. Et, vraiment, incroyable. Voilà. Après, le point c'est que nous du coup, on a quitté nos jobs respectifs, on est parti, on en parlera tout à l'heure, mais on a eu plus de temps aussi pour tester. Et je dis pas que c'est facile pour tout le monde, tu es dans un bureau, tu as 45 minutes pour manger sur le... moi j'ai commencé... Ça demande un peu d'organisation. Je bossais encore chez Dior, j'étais chef de produit, mais il faut prendre j'avais pas le temps clairement, mais j'ai petit à petit. Et en fait, du coup j'ai retiré des trucs et en fait j'ai vu... la différence. J'ai commencé à avoir des semaines sans douleur ou quelques jours d'affilée sans douleur. Et ouais. Ce qui m'était pas arrivé depuis une jamais. Petite révolution. Donc petit à petit j'ai remplacé et aujourd'hui je mange de tout. Franchement je me fais plaisir mais je mange plus du tout comme avant. Mais j'ai aucune restriction. Mais parce que je cuisine et que du coup ou parfois quand je suis au resto et tout, je me fais plaisir. Et maintenant je mange des trucs qui à l'époque je mangeais de la charcuterie ou des pâtes à la truffe ou avec de la crème ou de la stracciatella ou quoi. C'était à tous les coups crise direct. Aujourd'hui, je mange ça, j'ai plus de crise. Parce que tout le reste, du coup, fait que... il y a un meilleur équilibre
qui fait que tu peux tolérer ça de temps en temps, quoi. Ouais. Et après, non, toutes les thérapies, après, moi, j'ai tout testé après. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'ostéopathie, la kiné, sur les symptômes digestifs, urinaires, kiné, douleur pendant les rapports aussi. Ouais. Ça m'a énormément aidé. Et après, tout ce qui est énergétique... Il y a énormément de trucs dans tout ce qui est énergétique. Moi, j'adore tester plein de choses. Après, il faut trouver ce qui nous parle, ce qui nous convient. Et les chemins sont multiples. Tous les thérapeutes ne se valent pas aussi bien. Évidemment aussi, ouais. Mais le conseil, je pense, si on pouvait donner un conseil là-dessus, c'est vraiment la kiné et l'ostéo. Sur le côté mobilité, c'est vraiment... Sur les douleurs... ça fait vraiment la diff. Ouais. C'est un truc... on a tous l'habitude d'aller voir un kiné ou c'est quand même des pratiques. Ouais, on est tous allés au moins une fois dans notre vie. On part pas sur un truc trop... en dehors des sentiers battus. Elle a vraiment tout essayé du coup. Mais donc, du coup, je trouve que c'est deux pratiques un peu... qui sont pas forcément mises en valeur et qu'on connaît pas forcément. Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses... Mais il faut trouver des thérapeutes qui sont spécialisés. Oui, il y en a qui sont très spécialisés. N'importe quel kiné va pas pouvoir t'aider sur tes troubles urinaires ou tes douleurs pendant les rapports. Bien sûr, ouais. C'est quand même très spécifique. Mais du coup, il y en a pas mal maintenant qui sont spécialisés là-dessus, donc ça se trouve. Ouais. Et puis après, sinon, moi à la maison, quoi, au quotidien, j'ai 1 milliard de rituels. L'automassage du ventre, la respiration, le stomac vacuum en respiration. Tout ce qui est respiration, automassage du ventre, ça c'est vraiment mes rituels de tous les jours. De base, qui ont changé la vie, que je fais vraiment tout le temps. Le yoga aussi, vraiment les étirements, le yoga, ça m'a changé la vie aussi. Ça, c'est vraiment mes principaux, on va dire, rituels. Ok. Du coup, on parlait un petit peu de votre ancienne vie, du travail tout à l'heure. C'est quoi, du coup, l'incidence de la maladie sur la vie professionnelle, la vie sociale Comment tu as vécu tout ça ? C'était compliqué, comme je disais tout à l'heure, ma mère qui venait tout le temps me chercher à l'école, ça a continué après dans mes études et dans mon boulot, sauf que je devais me gérer toute seule du coup. Ouais. Et donc j'étais souvent absente et là c'était vraiment un cercle vicieux parce que je me mettais une pression pas possible, comme en plus je savais pas ce que j'avais, je pouvais pas dire j'ai ça, donc en fait j'étais souvent absente au bureau, je devais partir et du coup je culpabilisais énormément. Et du coup, plus tu culpabilises, tu as déjà des douleurs, tu es déjà fatiguée. J'avais un boulot hyper stressant, hyper fatigant. Donc c'était vraiment un cercle vicieux, stress, douleur, encore plus de fatigue, encore plus de douleur, encore plus de culpabilisation, etc. etc. Et ouais, c'était l'enfer. Franchement, j'étais à 2 doigts du burn-out à la fin. De base, le boulot était stressant, mais en plus avec ça... ça devenait ingérable. Ingérable, franchement ingérable. Donc j'ai vraiment eu le Covid, quand il y a eu le premier confinement. Je suis rentrée chez moi pendant 2 mois chez mes parents et là pendant 2 mois j'ai mangé différemment, j'ai fait du yoga le matin, enfin j'étais plus dans le métro tous les jours, enfin mon stress a baissé, je m'habillais différemment aussi parce que les vêtements quand on a l'endométriose c'est un gros sujet. Et là du coup j'avais des vêtements confort qui me serraient pas à la taille, je pouvais m'étirer quand j'en avais besoin, etc. Je mangeais différemment et donc là pour la première fois depuis très très longtemps j'ai plus eu de douleur et quand je suis revenue à Paris du jour au lendemain, direct les douleurs sont revenues et là je me suis dit waouh, je peux pas continuer comme ça là. Ouais, quand on a goûté à autre chose, c'est compliqué de revenir. Là je me suis dit allez, il faut que je change de vie et là j'ai commencé à réfléchir à changer de métier. Ok. Et comme j'étais tombée sur la naturopathie qui a commencé à changer ma vie, j'étais passionnée de santé déjà de base et je me suis dit allez, je me relance. Je me forme, je deviens naturopathe, je change et du coup, c'était à ce moment-là où toi aussi, t'étais un peu en burn-out aussi et t'étais aussi en train de quitter ton taf. C'est ça. Et du coup, t'as participé un peu à ces réflexions-là. Et toi, t'étais entrepreneur dans l'âme, donc tu m'as glissé l'idée du Lab de Lando à l'époque. Ok. Et tout s'est bien... glissé, je te l'ai ancré, quoi. Ouais. Tout s'est bien goupillé à ce moment-là, ouais. Ok, bon, on verra un petit peu sur cette... Ouais, c'est ça, sur la genèse du projet tout à l'heure. Mais du coup, du point de vue de ton entourage, est-ce que tu avais une certaine forme de soutien, d'écoute par rapport à ce que toi tu pouvais vivre ou c'était vraiment compliqué de... Ouais, c'était compliqué. C'était classique en fait. C'est compliqué, ouais. J'avais ma famille qui était là, mais bon,
sans être là en fait au début, ma mère qui m'emmenait voir quand j'étais jeune plein de thérapeutes et puis en fait au bout d'un moment avec les années qui passent et finalement tout le monde dit qu'il y a rien. Ouais. Ça s'installe, c'est là, Ouais, et puis on n'en finit parle plus, quoi. par avoir l'étiquette de la fille hypersensible, hypocondriaque, qui a toujours quelque chose. Voilà. Ouais. Et du coup, on finit nous-mêmes par se dire qu'on est comme ça, quoi. Donc on finit par avoir cette identité. Et psychologiquement, c'est compliqué, ouais, on se sent seul. Puis on n'ose plus en parler, en fait, au bout d'un moment, on prend énormément sur nous. Et du coup, on a un peu nos stratagèmes voilà, dès qu'on a mal, on se replie, Ouais. on essaie d'aller mieux, et puis on n'en parle plus, quoi. Et puis du coup, dans la vie sociale, souvent je partais d'une soirée en plein milieu, où j'annulais au dernier moment des restos avec des copines. Et ouais, j'avais mes phrases classiques, oui, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Bon, sauf que ça n'arrivait pas forcément que pendant mes règles, donc Ouais. c'était un peu compliqué, mais j'avais un peu... Joker épuisé déjà. Ouais, c'est ça. Et non, beaucoup de repli sur moi. Ouais. Ouais, du coup, ça amène vraiment une certaine forme de solitude, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, Ouais. ça vient vraiment attaquer intérieurement. Ouais. En fait, on n'a pas trop envie d'en parler. Ouais. On n'a pas trop envie de saouler notre entourage avec ça. Et même nous, on ne sait pas ce qu'on a. Et même nous, on ne sait pas si c'est vraiment légitime ou pas. Donc ouais, je me sentais très seule et c'était compliqué psychologiquement. Ouais. Ouais. Et ça attaque un petit peu la confiance en soi aussi, j'imagine. Ouais, il y a une forme de dissociation avec son corps qui se met en place, de détestation de son corps, où on n'a plus confiance en son corps. Justement, cette relation au corps, je sais qu'il y a 80% des femmes, je crois, atteintes d'endométriose qui disent que ça impacte en fait l'image qu'elles ont de leur corps. J'imagine que toi, t'as dû vivre ça aussi. Ouais, clairement, il y a une dissociation au corps et du coup, en fait, j'ai essayé de me mettre dans un mood où du coup, je n'écoutais plus mon corps. Bon, forcément, moins t'écoutes ton corps, plus ton corps moins ça va. te le fait payer. Ouais. Et du coup, j'étais dans un cercle vicieux où voilà, j'avais mal, mais j'en parlais pas. Et même moi, du coup, j'étais dans le déni. Donc en fait, quand je devais gérer les douleurs, je me repliais sur moi-même, je gérais ça toute seule et j'en parlais pas. Et après, dès que ça allait un peu mieux, ou voilà, dès que j'avais des douleurs en fond, mais je m'écoutais pas, et puis je continuais ma vie, et même je me le faisais payer toute seule, quoi. J'allais vraiment au-delà, enfin voilà, je savais que les vêtements, c'était compliqué pour moi, mais bon, je me faisais hyper mal toute seule, quoi. Je mettais des vêtements hyper serrés, hyper stretch, je sortais tout le temps, je mangeais n'importe quoi, je bossais comme une ouf, je faisais pas du tout attention. Ouais, un peu entre le déni et la vengeance. Ouais, donc non, j'étais pas sympa du tout avec mon corps, j'étais dissociée et je détestais mon corps et j'avais des troubles du comportement alimentaire, énormément, comme beaucoup de femmes avec l'endométriose. Ouais. Parce que bon, on a le ventre aussi, ce problème de ventre aussi qui gonfle tout le temps. Oui. Donc en fait, moi j'avais l'impression que j'avais un problème de poids, alors que non. Et du coup, j'étais limite entre la boulimie et les crises alimentaires. Et je faisais attention à tout ce que je mangeais, mais j'avais des crises en même temps parce que je me sentais super mal dans ma peau. Donc j'avais des crises de boulimie, et puis après, je mangeais plus pendant très longtemps. Et j'étais tout le temps, tous les jours en train de me peser. Ok. Mais en même temps, j'étais super maigre, mais moi j'avais l'impression que j'étais oui. beaucoup plus que mon poids parce que j'avais ce ventre que je voyais énorme. Donc, ouais. Compliqué. Compliqué, ouais. Et du coup, depuis que tu as mis un peu plus de conscience là-dessus, et sur ta gestion de la maladie, est-ce que tu as fait un petit peu la paix avec ton corps ? Ouais, en fait, ce qui m'a énormément aidée, c'est les thérapies émotionnelles et psychologiques que j'ai fait. Donc, j'ai fait des psychothérapies. Et là, ça a tout changé dans ma vie. C'est ça aussi qui m'a fait le déclic aussi pour aller mieux. Donc, il y a eu tout ce que j'ai fait au niveau physique, etc., comme on disait avant. Mais vraiment, tout le côté psychothérapie et thérapie émotionnelle, ça a été vraiment un énorme pan qui a fait que je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis réassociée aussi avec mon corps. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de traumas, comme tout le monde, mais voilà, encore plus poussé, je pense, avec l'endométriose.
Et voilà, une détestation de moi, une hypersensibilité accrue en plus de ça, voilà, qui amplifiait tout. Et une énorme tristesse, une énorme colère. Donc il y a eu beaucoup de choses à travailler dans ma psychothérapie. Et en fait, c'est grâce à ça que petit à petit, j'ai pu mieux me comprendre, mieux me connaître, refaire la paix avec moi-même et remettre de la bienveillance et de l'amour vers moi, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien, quoi. Ouais. C'était, quand je me repense à il y a 10 ans, j'étais inhabitée, j'habitais plus mon corps et ouais, il y avait une détestation de soi assez catastrophique, quoi. Ouais. C'est en ça que la maladie peut être aussi, c'est un peu contre-intuitif, mais une chance, parce que ça nous permet d'aller gratter parfois là où, si on n'avait pas été aussi mal, on ne serait pas allé voir un peu toute la poussière là sous le tapis. Alors c'est un chemin qui est quand même un peu violent, mais on en parlera aussi du point de vue du couple. Ça peut faire en sorte de voir aussi la vie sous un autre prisme. Et voilà, c'est un peu violent, mais ça peut être une forme de chance aussi, quelque part. Faut l'apprendre. Ouais. Ouais, c'est nécessaire. Oui, peut-être que si j'avais pas eu l'endométriose, j'aurais pas fait tout ce chemin-là. Et du coup, aujourd'hui, je me sens épanouie comme jamais. Et c'est incroyable le chemin que j'ai fait, mais c'est parce que j'ai été dans les pires poussée dans les retranchements. Oui, bien sûr. Bon, c'est voilà, un chemin un peu semé de beaucoup d'embûches. Mais ouais, souvent, c'est quand on touche le fond, vraiment, qu'on arrive à remonter à la surface et à aller encore mieux. Ouais, c'est ça. Quand on a juste pas trop de douleurs et pas trop de... Ouais, c'est un peu plus linéaire. Faut vraiment s'y intéresser, quoi. Ok, et ben merci pour ce, ce retraçage de parcours. On va peut-être passer à toi, Sylvain, du coup. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que toi déjà tu connaissais l'endométriose avant de rencontrer Floriane ? Non, moi c'est une pathologie que je connaissais pas, pourtant j'ai des parents médecins donc je D'accord. entendre parler, j'ai une petite sœur aussi donc qui a priori peut-être souffre aussi de ça. Et du coup non, jamais entendu parler. Ok. J'ai entendu parler de tous les symptômes évidemment dans le quotidien, que ce soit de collègues, d'amis, de copines précédentes. Évidemment que j'ai entendu parler de règles compliquées, de fatigue, de problèmes de digestion, mais en aucun cas j'avais relié ça à une pathologie quelconque. D'accord. Et moi le premier, je pensais que c'était entre guillemets lié au cycle féminin, donc égal normal dans Ouais. la vie d'une femme. Parce que forcément, les personnes avec qui j'étais avant et les filles que j'ai pu côtoyer ne se plaignaient pas de ça non plus. Comme Ok. je disais tout à l'heure, c'était pas en mode... ça avait l'air de peser, mais c'était pas j'ai quelque chose, je vais creuser. Et donc du coup, moi ça m'a mis la puce à l'oreille de me dire vas-y, on s'y intéresse. C'était pas du tout le cas parce qu'en fait ça semblait être auto-géré dans leur propre quotidien. Et donc du coup, j'ai jamais vraiment tilté quoi que ce soit. Et du coup, c'est qu'avec Floriane où je me suis vraiment penché sur le sujet parce que impacté forcément personnellement et dans notre quotidien. Donc je me suis dit là, non, effectivement, c'est pas normal et il est peut-être temps de réfléchir un peu différemment. Et du coup, non, pour répondre à la question, jamais entendu parler. Et non, un peu barbare, enfin, endométriose, enfin, le truc. Oui. Enfin, voilà quoi. C'est pas le truc. Mais même dans la. Je suis beaucoup sur. Enfin, je lis beaucoup de trucs sur internet, enfin, voilà, je suis tout le temps sur mon téléphone, je vois pas mal de choses passer dans plein de sujets. C'est vraiment un truc que j'ai jamais vu, jamais entendu et je connaissais pas du tout. Ouais, c'est que pour un petit cercle d'initiés. Ouais, et puis même... Maintenant, tu fais partie du cercle. Voilà, là, je fais partie du cercle. En tout cas, niveau masculin, je suis peut-être la tête du cercle. Ouais. Tant mieux, mais c'est vrai que... Ouais, c'est... Non. Et puis on te l'apprend pas avant, quoi. Enfin, tu vois, enfin... Non, à moins d'en être atteint ou de vraiment côtoyer des gens très proches qui vivent ça, c'est quelque chose d'assez lunaire pour le reste du monde. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc tu avais déjà été confrontée quand même à des filles qui avaient des symptômes, mais bon voilà, ça restait sous le prisme de la normalité, quoi. Ouais, je pense comme peut-être 100% des hommes aujourd'hui qui ont croisé une femme dans leur vie, il y a des moments, c'est certain qu'on a croisé certains symptômes, sans qu'elle soit atteinte ou pas. Mais en tout cas, je m'y suis pas plus intéressée. Ouais, puis il y a des sujets qui restent
très cloisonné du coup dans l'univers féminin et c'est vrai qu'on a aussi ce truc de pas trop en parler, de pas trop se plaindre et puis surtout quand on nous dit que c'est normal et que... c'est surtout on prend sur nous quoi. Et le plus cloisonné, c'est les dyspareunies, donc c'est les douleurs sexuelles. Ouais. Parce que généralement on garde ça pour soi, on n'a pas envie que ça atteigne l'autre, la vie sexuelle, ça peut jouer là-dessus. Et du coup, moi, c'est le symptôme qui m'a fait découvrir l'endométriose. C'est là où, en fait, ça m'a interpellé de me dire, en fait, je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, on fait l'amour, enfin, tout est censé aller bien. Et du coup, en fait, ça va très, très mal. Et du coup, là, j'ai pas compris, en fait. Et je trouve que c'est un sujet d'attention. C'est là où tu captes l'attention, généralement, de la partie masculine. Et ouais. C'est les douleurs sexuelles, ça vous parle? Ah ouais. Quand tu touches à l'intime, là, ça parle, quoi. C'est un point d'accroche pour les hommes. Et c'est le message que moi, du coup, je fais passer souvent sur ce symptôme-là. Et que sur celui-là. Parce que des rapports où ça s'est mal passé, où la personne a eu mal, tu t'en souviens généralement. Et là, tu te dis, ok, en fait, j'ai mal raisonné à l'époque, parce qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre, et c'était pas que des douleurs qu'il fallait mettre sous le tapis, en mode, oui, bon, elle a eu mal. Non, et là, Florian, en fait, elle avait mal très souvent, voire tout le temps. Et là, j'ai dit, attends, il y a un truc, quoi. Tu peux pas faire l'amour avec quelqu'un et 90% du temps en fait tu fais des grimaces et ça va pas quoi. Non mais c'est censé être un truc c'est censé être un bon moment normalement un bon moment, tu vois, donc c'est bientôt Halloween là mais voilà, enfin à un moment tu te dis mais en fait ça va pas et en fait j'ai l'impression moi de bien faire parce que je l'écoute, parce que je prends le temps, enfin voilà, on n'est pas que des bourrins tout le temps, bien évidemment, mais même dans ça ça va pas. Et là j'ai dit ok, c'est quoi le truc? Vas-y raconte. Et en fait douleur sexuelle, endométriose, j'ai mal à tel endroit, plus bon Flo elle a des pathologies au niveau de la vulve et tout, donc c'est encore plus compliqué, ça rajoute des choses en plus. Et en fait tu commences à déconstruire ça en tant que symptôme, et là tu comprends, tu dis ok il y a ça. Bon après elle fait la liste, tu dis bon ok on va... Et en tout cas celui sur lequel je me suis senti les deux les plus concernés, c'est l'alimentation, parce que quand tu vis avec quelqu'un, à l'époque on vivait pas encore ensemble, mais quand tu vois quelqu'un, oui, ça impacte le quotidien, quoi. Ça impacte le quotidien et le resto que tu vas réserver le soir, quoi. Donc moins de pâte à la truffe. Et du coup, tu t'y intéresses et tu comprends que en décomposant certaines choses, ça va mieux. Et surtout, le truc le plus ouf, c'est qu'en fait, quand tu parles vraiment à quelqu'un et à ta partenaire, tu déconstruis beaucoup de trucs et t'avances. Voilà, on dit tout le temps, les gars, le truc le plus important, c'est la communication. Ça fait rire tout le monde parce que c'est le truc, le b.a.-ba que t'entends matin, midi et soir, que ce soit petit dans le management ou en couple. La communication. Ouais, mais là, la communication, en fait. Pour de vrai. Pour de vrai, c'est le b.a.-ba. Là, nous, je pense elle fait que on est là aujourd'hui, qu'on a fait plein de choses et qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais pour plein de couples, en fait, tu sais que c'est important, mais tu vas pas jusqu'au bout, tu vois, de la de vrai, comme tu restes un petit peu en surface. Parce que sur la sexualité. Ouais, quand tu touches à l'intime, c'est quand même compliqué. On en parle beaucoup et à la fois, on n'en parle pas bien, quoi. Ouais. Donc, Mais c'est là parfois où peut-être l'intime, tu touches dans ton couple, c'est là où peut-être tu peux toucher le plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça se passe mal sexuellement parlant, généralement dans un couple, ça se passe mal. Y a des non-dits, des éloignements, voilà. Et donc là, si tu prends le sujet du couple, t'es pas loin du fond, quoi. Parce que si ça se passe rien au niveau intime, et de ces non-dits-là peuvent créer une énorme communication et faire rebondir le truc et repartir. C'est un peu qui tout double, quoi. Soit tu tais le sujet ad vitam aeternam, mais bon, ça se passe pas très bien en général. Soit tu saisis cette opportunité de transformer ça en quelque chose de vraiment... Et tu dis, c'est cool, le moment si on veut se sauver, parce qu'on tient l'un à l'autre. Viens, on discute de qu'est-ce qui va pas, et du coup, tu peux être amené aussi à découvrir l'endométriose. Enfin, je veux dire, une fille qui a peut-être des douleurs sexuelles depuis toujours, c'est peut-être justement un des symptômes majeurs. Elle va se dire, attends, en fait, il y a un truc qui est lié, et en fait, après, tu reconstruis le truc, et tu dis, ah putain, mais j'ai peut-être ça. Et du coup, tu vas sur la maladie. Ouais, c'est un peu le truc de trop, quoi. Ah bon, le symptôme là, la vie sexuelle, ah non, pas ça. Ça fait beaucoup, là. S'il vous plaît. Ouais, c'est ça te détruit tous tes plaisirs, quoi. Ouais, non, au bout d'un moment, c'est un peu too much, et puis du coup, ça implique davantage une autre personne, et là... Donc vous, c'est passé vraiment à travers ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi, du coup, d'en parler à Sylvain au début, ou comment ça s'est... Oui, généralement, ce qui revient beaucoup, c'est qu'en fait, nous, on a tellement intériorisé
qu'on se dit bon bah oui on a mal mais bon le sexe ça fait mal. Enfin moi j'ai toujours eu un peu mal. T'avais fait le lien toi entre les autres symptômes et cette Non, ouais. pas du tout. C'est quoi ta vision, la place de ta sexualité du coup, enfin de la sexualité dans ta vie Bah avant ouais, Sylvain. j'ai toujours eu mal un peu. Enfin Ok. pour moi tu vois le sexe bon bah oui ça faisait un peu mal et c'était comme ça et je savais pas que ça pouvait être complètement indolore. Donc pour moi c'était une vérité Universelle. induite. Donc en fait Ouais. les premières fois ouais c'est vrai qu'on a commencé à en parler comme ça mais du coup parce que je commençais à avoir l'endométriose dans ma tête et que j'avais peut-être vu aussi que c'était un des symptômes etc. Et du coup j'ai commencé à creuser le sujet avec toi. Et c'est surtout parce que j'ai posé 10 000 questions, quoi. Ah ouais. Mais- On l'a dit, tiens, bon, allez-y. T'es allé chercher Ouais. l'info quoi. Mais Bah, je m'y suis intéressé, quoi. Ouais. oui, et puis il y avait aussi le fait que, au-delà des douleurs, il y a la libido. Et quand Ouais. la libido, quand on a des traitements hormonaux, quand on a des douleurs déjà de base, Déjà, ça ouais, peut c'est pas incroyable. impacter ça. Et moi, j'étais sous pilule en continu depuis 1 an quand on s'est remis ensemble. Et du coup, là, ma libido était vraiment au point mort. Et donc, et puis t'as la sécheresse vaginale aussi. Donc, t'as moins libido, t'as la sécheresse. T'as les douleurs pendant les rapports. Donc c'est vrai que là ça faisait beaucoup et je pense qu'avec toi du coup là j'étais au summum de J'ai pas envie. là c'est sûr que ça va vraiment me faire mal et que j'ai moins de libido donc c'était compliqué donc c'est pour ça qu'on en a vraiment bien parlé à ce moment-là et que j'ai commencé à comprendre que bah ouais c'était ça. C'était un problème et qu'il y avait, comme tout le reste, des solutions et que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux solutions. Quoi. Ok. Ouais, donc vous avez un petit peu découvert ça aussi ensemble et commencé à explorer ça vraiment en couple, quoi. Ouais. Est-ce que toi, Sylvain, du coup, tu connais d'autres hommes ou d'autres conjointes qui sont dans cette situation-là? Est-ce que tu as des espaces, toi, pour échanger avec d'autres hommes ou d'autres... Du coup, maintenant, oui, forcément. Ouais. On est un peu plus exposé dans ce qu'on fait et dans la parole qu'on prend par rapport à ça et l'invitation au podcast. Nous, on saute dessus à chaque fois parce que c'est l'occasion pour moi à chaque fois de glisser un petit mot pour les hommes. J'en connaissais pas du tout avant, évidemment. Moi, même dans ma bande de potes, tout ça, on n'a jamais été trop... on est toujours assez pudique sur nos relations. Enfin, on n'est pas non plus à se raconter nos trucs à fond. Ouais, voilà, on peut l'imaginer. Moins que les filles, en tout cas sur certains... vous, c'est moins dans les détails, quoi. Non, c'est moins sur les détails. Et puis, vous n'avez pas forcément raconté les trucs négatifs. Non, les trucs négatifs, mais après, tu sais, t'as plein de gens qu'on entend où les mecs se plaignent en mode « Ouais, moi, ma copine, pas de libido, ça le fait pas, toujours mal. » Moi, ça n'a pas été forcément le cas. Et en fait, c'est pas un sujet qu'on a forcément abordé entre mecs. Ouais. Et du coup, en découvrant la maladie, je me suis quand même intéressé aux hommes autour de moi. Et en questionnant ou en parlant des symptômes de Floriane et de ce que moi je vivais, tu te rends compte qu'effectivement, non, il n'y a personne qui est au courant de ça. Et tout le monde était sur le même schéma où j'étais à l'époque, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a certaines choses, mais je ne lis pas ça, quoi que ce soit. Donc non, j'en connaissais pas. Là, j'en connais un petit peu parce que il y a pas mal d'hommes qui commencent à nous écrire et du coup, mes prises de parole font parfois réagir des couples, des femmes qui taguent leurs copains voilà, et des hommes aussi en direct. Ouais, il y a des hommes qui nous écrivent, ça c'est cool. Ah ouais, c'est chouette. C'est une petite victoire. Ouais. Et voilà, donc ça avance évidemment. Et c'est peut-être pour ça, dans certains sujets qu'on verra peut-être tout à l'heure dans le développement de ce qu'on fait, mais où j'ai une prise de parole un peu plus libérée, ça c'est sûr. Parce que j'en parle quand même assez librement. De manière assez libre. Mais en tout cas, il y a une vraie éducation à faire. Et du coup, si moi je peux aider juste à ce qu'il y a certaines choses qui se passent, ou voilà, tu vois, à une petite échelle, c'est-à-dire le couple, ou même l'homme tout court. Et puis, voilà, je pense que de toute façon, sans nous, ça avancera pas non plus. Donc en fait. Oui. C'est un sujet effectivement qui touche les personnes menstruées, mais qui ont déjà du mal à mettre de la conscience sur cette maladie, à s'en sortir toute seule, etc. Donc si on n'a pas d'aide extérieure, c'est compliqué. Ouais, et puis en plus à tous les niveaux, je connaissais pas d'hommes, mais je connaissais pas de papa non plus qui parlait de ça. Il y a des pères qui nous écrivent, ma fille a des douleurs, des douleurs de règles, je pense qu'elle a dans le dos, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à tous les niveaux, je suis un grand frère,
J'ai jamais parlé de ça avec ma soeur non plus. Et ouais. Et voilà, et malgré des parents médecins. Non, mais tous les hommes, hein, même au voilà. travail, dans les milieux professionnels, manager, tous les père, hommes comprennent. Ouais, voilà. copain, petit ami, enfin à tous les niveaux. Moi, mais en tant que manager, dans ma vie d'avant, j'ai des filles qui avaient des douleurs de règles, ça je m'en souviens, mais j'étais pas prédisposé déjà à avoir une communication assez libre avec elles en mode bon bah tu peux faire ci, on peut faire ça. Les congés arrivent, les congés menstruels, bon bah, c'est d'actualité, mais on n'est pas du tout formé à ça. Ouais. Et pas formé et pas éduqué à ça. Donc nous on avance sur notre truc. Oui, c'est ça. L'éveil de conscience, il est hyper important pour que toutes les femmes atteintes puissent se sentir libres d'en parler, que ce soit une femme, un homme, un manager. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faut que ça soit violent pour un homme pour qu'il comprenne. C'est-à-dire que c'est soit tu aimes une personne, soit c'est ta chair, c'est ta fille, c'est ton... Voilà. Et oui. Et soit c'est au boulot, mais parce que c'est peut-être la deuxième cofondatrice de ta start-up, et en fait vous êtes potes, mais en fait tu mises tout sur elle, et tu vois qu'en fait... Et en fait, il faut que ça soit un truc violent pour que la prise de conscience de nous, tu te dises, putain là il faut que j'y m'intéresse, parce que là... Donc ton ressenti, c'est qu'il faut vraiment que ça te touche vraiment personnellement, voire intimement, pour qu'un homme se sente concerné par parce que du fait de l'éducation dont on parlait tout à l'heure, on peut dire que nous, c'est normal. On s'en rendait pas compte. On s'en rend pas compte. Ouais. Donc il faut être vraiment confronté. Impacté. Quand tu l'es, après tu culpabilises un petit peu, parce que moi, il y a deux sentiments du début, c'était l'impuissance et la culpabilité un petit peu. Impuissance parce que tu regardes Florine qui a mal, tu fais bon, en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, je ne sers à rien. Donc ça, c'est le premier sentiment, parce que tu te dis que c'est tellement personnel que en fait, t'as de la pudeur, en fait, parce que tu veux même pas rentrer dans son intimité ou dans la nutrition, parce qu'en fait, elle est sur son chemin, donc toi, t'es là en mode limite la phrase on mange quoi ce soir, elle est en mode non, il est relou, on peut rien bouffer. Là, ça veut dire en fait tu me prives de quelque chose. Et ça, et l'autre sentiment, c'est vraiment la culpabilité, alors pas forcément avec Flo, mais sur les relations précédentes, en disant en fait j'ai loupé plein de trucs. Après la prise de conscience. En fait, mais là c'était pas ça. Et en fait, j'aurais bien aimé le faire avant, mais j'ai pas pu le faire. Et voilà, mais ça peut servir d'exemple, tant mieux quoi. Ouais, c'est bien que les hommes ou les femmes d'ailleurs aient un interlocuteur aussi privilégié en ta personne. Oui, je pense que d'avoir une voix masculine, c'est hyper important. Ouais, la voix masculine est plus sensible à un autre homme qui en parle plutôt qu'à nous. Bon, ça va moins leur parler. Ça reste pas un problème confiné à l'espace féminin. Et c'est vrai que on a eu des témoignages, on va pas rentrer dans tous les trucs, mais le switch, il est instantané. Ah ouais. Quand les hommes s'emparent du sujet, du coup, c'est... Quand moi je parle à un homme, il comprend en fait. D'accord. En tout cas, il m'écoute, c'est sûr. Il se dit, en fait, il est dans la même situation, il a vécu la même chose. Et le regard est différent. Alors ça, c'est... génial. Les hommes, mais du coup, le switch, il est tout de suite... comme nous, on peut pas comprendre ce que vous vivez quand vous êtes impuissant, etc. Surtout nous, on parle pas, donc... je sais pas. Communication. C'est ça. La vraie communication. On y revient. Et comment, du coup, toi, tu as réussi à prendre ta place après passer ce sentiment d'impuissance et de culpabilité? C'est quoi ton rôle au quotidien? Comment tu t'es emparé du sujet Et je m'en suis emparé tout doucement, parce qu'il fallait aussi que je digère aussi des définitions, des actions quotidiennes. Des mots techniques. Les rituels, c'est venu après. Eux, ils sont bien digérés et bien assimilés. Pas de souci. Mais ma technique, ça a été l'observation et la tranquillité, quoi. Donc en fait, comme je me sentais impuissant, je suis pas allé tout de suite sur des choses que je pouvais pas maîtriser. Et c'est par en fait notre dialogue et les questions que je lui posais, ce dont elle avait besoin, que petit à petit j'ai construit quelque chose en me disant je peux aider là, je peux faire à manger comme ça, je peux m'intéresser à ça, je peux complètement décomposer notre sexualité. On peut faire des choses plus doucement, on peut zapper des préliminaires, on peut zapper telle partie du sexe, etc. C'est pas un souci. Et en fait, je me suis construit avec ça, et ma tranquillité a fait que je pense que Florian l'a plutôt bien vécu, parce que je suis pas arrivé avec mes gros sabots en mode... pas en mode frontal, quoi. Non, en mode super pouvoir, j'ai ma cape d'homme, ah oui, en fait, je suis un homme, donc t'inquiète. Je gère. Je gère tous les symptômes, je prends tout, et t'inquiète... Et du coup, j'en ai pas trop fait, je pense. C'est ce qui a fait un peu le lien de tout ça. Et petit à petit,
Encore aujourd'hui, je découvre, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais je découvre tous les jours des choses différentes, là, son cycle, enfin, c'est tous les jours en fait. Et je me suis en fait un peu, je me suis pas mis de côté, mais je l'ai fait tranquille en fait. Ouais. Pour que ça devienne un sujet perso. Ouais. T'as pris le temps de te l'approprier. Okay. Parce que je trouve que c'est important parce que si tu... Déjà, c'est pas notre corps à nous. C'est pas un sujet qu'on connaît. Et si derrière tu te dis, bon, bah je fonce et tu peux pas en fait. Et nous, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de réseaux sociaux et pas de site où moi je pouvais m'appuyer. En 1912 Donc j'étais un peu en... Ouais, mon seul guide, c'était moi-même et les questions que je posais à Florian. Et j'avais pas de repère d'un homme qui parlait de ça. Donc je dis pas que les hommes aujourd'hui ils vont trouver notre Insta ou quoi et puis ils vont dire ah ouais lui je m'identifie. Mais au moins il y a quelque chose aujourd'hui. Ça donne quelques clés quoi. Mais au moins tu t'es calé vraiment sur ses ressentis et ce qu'elle vivait au quotidien. Et c'est une très bonne boussole je pense pour commencer à intégrer un petit peu. Surtout qu'avec Florian il fallait faire petit à petit. Déjà dans la relation d'avant, même avant Lando, elle m'a bien fait galérer pour moi déjà. Parce que relation précédente un peu chaotique. Ouais. Et du coup, il fallait aller petit à petit. D'accord. Et le jour où j'ai mis mes gros sabots, elle m'a dit ok, donc toi, friendzone. Donc voilà, donc j'ai appliqué un peu ça avec l'endométriose. Ok. Bonne stratégie. Je veux pas que ça soit trop pesant parce que c'est pesant pour elle, donc deux pesants dans la même balance, c'est foutu. Ouais. Et du coup, je l'ai fait comme ça. Mais c'est tellement personnel que c'est juste mon témoignage qui fait que peut-être certains, tu vois, ça va faire écho. Mais j'ai pas de recette. Il faut être patient, quoi. La patience, c'est important. Il faut être patient, ouais. Et puis effectivement, comme tu l'as fait, tu continues de le faire, s'intéresser pour de vrai, quoi. Que ce soit à elle, ce qu'elle ressent, et puis effectivement, après, il y a toute l'information et la littérature qu'on peut trouver à droite, à gauche. C'était hyper intéressant, ce que tu disais, c'était une chance, malgré tout, et c'est une chance aussi d'homme de vivre ça, parce que tu changes pas mal de choses aussi, quoi. Là, mon alimentation a aussi changé. Ouais, on mangeait la même chose du coup. Du coup, on mange la même chose et on fait les mêmes bêtises alimentaires quand on a envie de se faire un craquage. Donc ça, on partage aussi ça. Le sport, moi j'ai mes sports que tu ne fais pas, mais je me suis mis un peu, des fois je fais un peu de yoga avec... je suis raide comme un balai, mais bon, le stretching, voilà. Mais non, mais j'essaie en tout cas de m'intéresser à ça et en tout cas je lui facilite la vie s'il faut le faire pour tester des choses, il y a pas de... Mais ça m'aide aussi, quoi. Ouais. Et donc du coup, j'ai un autre regard sur... Ça ouvre un petit peu l'esprit sur certaines choses. Oui. C'est hyper intéressant. Ouais. Surtout sur la sexualité, quoi. Tu réinventes ta sexualité. Donc, ouais. Du coup, parlons-en. Parlons de sexualité. Le gros sujet de la sexualité, parce qu'évidemment, vivre l'endométriose au travers du couple, c'est aussi... un gros sujet, la sexualité et toutes les douleurs qui sont liées, comme on disait tout à l'heure. Comment vous avez réussi à contourner un petit peu ces contraintes et à réinventer, j'imagine, complètement votre sexualité? La communication. Again. Ouais, voilà. Et puis en fait, on a pris le problème de base, en fait, qu'est-ce qui te fait mal? Ok, pénétration profonde, ok. Ouais, genre gros débrief en fait. Nous, on est les rois du débrief. On prend son calepin après le rapport. Genre franchement, après chaque rapport, c'était débrief sur débrief de pourquoi j'avais mal, comment j'avais mal, à quel endroit, qu'est-ce qu'on avait fait. Et puis même, du coup, après, et la communication aussi pendant. Genre, on veut pas tous les détails, hein, mais... genre en plein milieu, vraiment parler, quoi. Parler, ajuster, vraiment exprimer ce qu'on ressent et ajuster comme ça. Et voilà, c'est que de la communication et des ajustements pendant l'acte et après aussi à chaque fois pour vraiment comprendre et que l'autre comprenne parce qu'en fait, c'est un gros travail aussi de notre part de vraiment expliquer... Après, et après d'écoute et de patience et de ton côté, quoi. Mais là, quand tu le racontes, tu fais le geste. Des gestes. Et en fait, on a tout décomposé. En fait. Et quand tu décomposes tout, tu mets forcément
le doigt sur quelque chose où ça allait pas. C'est un peu un check-up à chaque fois de se dire... et en fait, quand tu connais toutes les phases et que... la sexualité, il y a un truc qui est génial, c'est qu'en fait, tu peux prendre toutes les phases, tu les mélanges dans n'importe quel ordre et tu arrives à un truc qui est cool. Et c'est-à-dire que tu peux avoir 10 000 solutions différentes dans ta sexualité, t'es pas obligé de suivre un ordre préliminaire, etc. Et oui. Déjà, ce mot préliminaire est problématique. Oui, parfois c'est que des préliminaires en fait, quand on a des douleurs pendant les rapports. Et ça, il faut l'accepter aussi, d'arrêter de se focaliser sur la pénétration. Sortir un peu de ce schéma classique pénétrocentré. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux où du coup on a peur, on a mal, on appréhende, on a encore plus mal, on a moins de libido, on a plus de sécheresse, etc. Et du coup, il y a eu. Faut accepter qu'il y a des périodes, je pense, où il y a eu des périodes où il y avait plus de pénétration et parce que. Et moi ça m'enlevait un stress du coup et une appréhension. Et après du coup petit à petit tu réapprends, c'est de la rééducation quoi, genre. Petit à petit tu réapprends et puis finalement à un moment donné il y a la pénétration. Ça redevient possible parce que moins de stress, parce que lâché et que ça va mieux, etc. Après faut aussi apprendre à sélectionner les soins et les lubrifiants adaptés aussi. Moi avant je n'utilisais pas, maintenant j'ai mon soin, mon lubrifiant, ça c'est hyper important. Après moi à côté j'ai fait ma rééducation en kinésithérapie, donc ça a aidé aussi pour détendre la zone parce que périnée hypertonique aussi, donc ça aide pas. et donc ça grosse rééducation aussi là-dessus. Et du coup pendant les rapports aussi réapprendre ce que j'ai fait en kiné pendant les rapports, parfois lui dire attends je suis le cobaye du jour. Attends là juste 2 secondes, je refais mon truc du périnée genre pour redétendre et tout, et après on peut continuer. En vrai, c'est ça aussi. Et après, voir les positions aussi qui font plus ou moins mal. Il y a des positions qui sont plus possibles pendant un certain temps, et après, on les refait parce que, comme la pénétration, on arrête pendant un moment, et puis après on réintroduit. Un peu comme l'alimentation, en fait, on arrête un aliment, et puis après on le réintroduit quand ça va mieux. C'est ça, t'as tout dit. Et après la libido aussi, ce qui aide aussi, c'est moi quand j'ai arrêté la pilule aussi, j'ai vu que ma libido est vachement revenue. Et du coup selon ton cycle aussi, t'as des moments où t'es plus ou moins lubrifié, donc ça aussi c'est apprendre à connaître son cycle. Et puis, en fait il faut savoir s'écouter, c'est un truc de fou. Parce que quand t'as moins de libido, t'as plus de sécheresse, et ça c'est un vrai truc d'excitation. Et puis aussi ce que j'ai appris, ma sage-femme spécialisée en douleur vulvaire m'avait dit ça aussi, genre avant, et ça m'avait fait un déclic. Genre pour chaque rapport sexuel, en fait normalement le vagin est prêt au bout d'une vingtaine de minutes en termes d'excitation, de lubrification, de gonflement, etc. Et nous on est trop habitués dans les films, etc. On voit les rapports sexuels, tu commences à te chauffer et direct au bout de 5 minutes il y a pénétration. L'homme et la femme n'ont pas le même tempo quoi, sur le c'est pas parce l'acte. Que l'homme est prêt en quelques minutes que nous c'est le cas. Quelques secondes, je veux dire. Et du coup, ça c'est important aussi. Ça m'a fait un déclic aussi où du coup, c'est normal que je sois pas au taquet tout de suite quoi. Genre prendre le temps de... Mais là pour nous c'est facile de dire ça, tu vois. Mais quand tu dis t'es dans une relation, c'est compliqué sexuellement pour toi, le premier truc que tu vas lui dire c'est pas attends il me faut 20 minutes. Tu vois, tu peux avoir l'info. Oui, mais justement l'expliquer et du coup accepter que c'est pas un 2-2 comme ça, bien sûr. que tu prends le temps même sans forcément des préliminaires, mais juste de t'embrasser, de faire tout ce qu'on peut faire avant. Et tu crées des routines aussi qui sont importantes là-dedans en fait. La séduction, le flirt, cette phase justement où les zones érogènes, les zones érogènes, tu peux y aller tranquille, peut-être en fait ça n'empêche pas que parfois tu as envie d'avoir t'as envie d'avoir un rapport, mais quand tu comprends après, tu te dis en fait, comme c'est pas millimétré à la minute près, que c'est pas très organisé non plus, tu sais ce qu'il lui faut et tu sais qu'il faut ce temps. Et après, une fois que tu as découvert ça, que ça se passe bien, tu te dis en fait, je peux pas revenir à l'ancienne formule. Non, en fait, ça servait à rien et puis c'était pas du tout logique pour tous les deux quoi. C'était moins qualitatif. Moins qualitatif et puis ça se passait pas bien pour les deux. Donc au final, pas d'intérêt quoi. Non, tu comprends que ça n'a pas d'intérêt. Ouais, ça oblige à être un peu plus créatif, à poser un peu plus les choses. Et le slow sex aussi, parfois, où c'est aussi ralentir le rythme. T'es beaucoup plus attentif quand tu ralentis et que tu décomposes que quand t'es en mode. Tu
vas vers ton objectif. Et en fait, l'objectif, c'est pas la pénétration ou jouir, c'est le plaisir avant. Oui, c'est ça. C'est de prendre du plaisir à deux, qu'importe la forme, le timing, sans objectif. Ouais, voilà. Exactement. Ok, super intéressant en tout cas. D'accord. On associe aussi souvent l'endométriose à des problèmes d'infertilité. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez abordé au sein de votre couple ? Oui, c'est pas un sujet sur lequel on se stresse parce que moi, le médecin que j'avais vu, qui m'avait fait mon diagnostic sur l'adénomiose, m'avait dit qu'il n'y avait pas de raison que ça altère ma fertilité. Enfin, il m'avait pas mis de... Je sais plus comment il avait dit ça, mais il m'avait pas mis de pression là-dessus. D'accord. Donc oui, forcément, c'est plus facile. Oui, on a des témoignages parfois de femmes qui nous écrivent, qui nous disent oui, mon médecin m'a dit que ça allait être très compliqué, qu'il fallait que je me dépêche de faire un enfant, etc. Donc bon, là, ça doit être horrible quand on me dit ça. Et quand t'as 17 ans, ouais. Et parfois, c'est ça. Ça arrive quand Il y a parfois une grosse pression du corps médical là-dessus. Très souvent, nous, on a beaucoup de témoignages quand même de femmes où les médecins leur ont mis la pression et au final, derrière, en fait, ça arrive assez facilement, assez naturellement et assez rapidement. Donc, ok. Voilà. Donc moi, je me mets vraiment pas de pression là-dessus et voilà, on sait qu'on veut des enfants, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps. Tout à fait. On ne demande pas de chiffres précis. Et non, on se met pas de pression là-dessus et de toute façon, moi, je sais que la plupart des témoignages que j'ai, encore une fois, c'est que plus tu te mets de pression, moins tu y arrives. Donc, Non, et puis j'ai l'impression que c'est un truc... il n'y a pas de traitement pour guérir l'endométriose de toute façon. Si t'aimes la personne, quoi qu'il arrive, peu importe le chemin que ça va être. Ouais, et puis il y a les PMA, il y a tellement de... Oui, il y a des options aujourd'hui que je me dis, même si on galère, on y arrivera. Quoi. On trouvera une solution. Ouais, on a des témoignages dans ce sens, donc des filles qui sont vraiment battues, qui n'avaient pas peu d'espoir et qui en fait tout se passe bien, puis même elles en sont à leur deuxième ou plus. Donc en fait, j'ai l'impression que là-dessus, c'est l'intention que tu mets. Oui, je pense que c'est important de livrer ce message aussi parce que parfois, quand tu as ce diagnostic d'endométriose, c'est peut-être une des premières choses auxquelles tu penses parce que on sait que je crois que c'est 40% des troubles de la fertilité qui sont impactables à l'endométriose, donc ça peut être un truc un peu, en tant que femme en tout cas, un peu anxiogène. Donc c'est bien de livrer ce message aussi que c'est possible, c'est pas systématique. Mais bon, c'est un des symptômes finalement quand on y réfléchit qui est le moins... quand on a de l'endométriose, c'est pas le symptôme qui concerne le plus de femmes qui ont bien sûr. Les autres symptômes sont beaucoup plus répandus. Donc l'infertilité, ça reste un des symptômes les moins répandus de l'endométriose. Et c'est de l'infertilité et pas de la stérilité non plus. Donc, donc non, franchement, j'ai vraiment envie d'avoir un message d'espoir sur ce sujet-là. Quoi. Super. Parce qu'il existe. Oui. L'espoir. Merci. Ok, si on parlait un petit peu du coup de votre bébé, on reste dans le thème, le premier. Du coup, ce que vous avez fait un peu de tout ce parcours de votre rencontre et du coup avec la création du Lab de Lando. Alors le Lab de Lando, qu'est-ce que c'est ? Déjà, quelle est la mission du Lab de Lando ? Alors du coup, c'est moi qui avais une envie bébé du coup par rapport à ça. Ah ouais, c'est toi qui as eu l'idée. Moi en fait l'idée est venue de la vie qu'on avait du coup à ce moment-là. J'ai un cil, c'est pour ça que je m'appelle Sylvain. Voilà, merci. Je pensais que j'avais une larme, mais non, c'est pas ça. Donc moi j'étais dans mon envie de changer de boulot, voilà. Burn-out. Ça fait l'avant-Covid, compliqué. Voilà. Et c'est pas ça, c'est que ce que je vivais au quotidien, je vivais avec Floriane, donc je voyais tout ce qu'elle avait, tout le problème, et en fait, je voyais les manques qu'on avait, c'est-à-dire qu'elle trouvait pas d'informations, peu. Elle trouvait peu de conseils. Elle s'identifiait à pas grand monde, et elle avait rien à la maison. Donc c'était une évidence en fait de me dire attends, il faut qu'on lance un truc où il y a tout au même endroit quoi. Et en fait donc c'était à peu près vers avril-mai,
Il est passé l'été, et pendant l'été, j'ai tapé sur internet comment créer un site internet. Je n'étais pas du tout là-dedans, j'étais en retail. Tout me tombait tout cru dans la bouche. J'appelais ma RH d'un groupe de 4000 personnes. Les assistés complets, quoi. Et donc j'ai créé le truc pendant l'été, et je lui ai montré que c'était possible de faire un truc où il y avait la même chose. Enfin, tout ça. Ok. Et elle était dans son... Comme on disait tout à l'heure, elle avait envie de changer. Elle se posait des questions, elle était moins bien chez Dior, enfin c'était stressant, etc. Et ouais, je vais pas refaire l'histoire. Et je lui ai montré que c'était possible, et en fait, elle a dit ok, ça me plaît en fait, parce qu'en fait, je sens que j'ai envie de donner ça, je sens que je vis ça, je sens que j'ai un message à faire passer. Et tout assez naturellement, on s'est pas posé la question, on a créé le site, on a créé les réseaux, et on s'est dit vas-y, on se lance. Et c'est parti de là. C'est parti le truc de base d'une boîte, d'un fait de vie et une évidence folle de se dire c'est ce qu'il nous faut. Et quand je dis ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il fallait à Floriane et moi pour mieux vivre cette maladie-là déjà et avancer. Parce qu'on allait se documenter, parce qu'on allait trouver des choses et qu'on allait les tester. Et on l'a fait pour nous-mêmes. On a lancé ça au 1er mars 2021. Et au début, voilà, on vendait plein de marques parce qu'en fait, elle testait plein de trucs. Ouais. Et ça marchait, donc en fait, on a sourcé plein de produits. On a fait comme une marketplace, mais on avait notre stock et voilà, on est parti par là. Et puis ça a très bien touché tout de suite pas mal de filles parce que tu as ton diagnostic de la gynéco, tu sors dans la rue, tu rentres chez toi, mais il n'y a rien dans tes placards. Que se passe-t-il après ? Ou peu de choses, sauf si tu t'es renseigné, que tu as eu le temps de le faire et que tu étais dans la démarche. Et donc le but du lab de Lando au début, c'était informer, éduquer par Floriane et trouver des solutions naturelles pour aider à apaiser les symptômes liés à l'endométriose. Alors un maximum de symptômes, c'était pas notre but aussi, c'est que nous ça attaque au plus gros, les règles douloureuses, la digestion, ceux qui nous posaient le plus problème. La libido. Et on a la libido, ouais, c'est venu en termes de produits en tout cas, c'est venu après. Et voilà, on a vraiment construit ça pour nous dans ce sens-là, et on a créé quelques produits au départ. Nos 2 produits de base, c'était la bouillotte et l'infusion, parce que c'est les 2 produits qui lui manquaient qu'elle rêvait d'avoir quand elle travaillait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est mis en ADN d'entreprise, quoi. C'est vraiment avoir cette mission sur le sujet de l'endométriose, en tout cas, parce que à travers tes réseaux, c'est vraiment le côté éducation, sensibilisation. Et le lab de l'endo, c'est la partie plus factuelle, de dire je mets un symptôme en face d'un produit et vice versa. Ouais. Et d'essayer justement de donner le maximum d'informations sur ce symptôme pour dire il existe quelque chose de possible. Et on a créé quelque chose qui est vraiment conçu sur la base de l'endométriose pour nous. Et en fait, c'est le cas pratique. Je regarde depuis tout à l'heure parce que c'est elle, on fait tout pour elle, quoi. Et on crée les produits par ses symptômes à elle. Ouais. C'est intensifier ces symptômes. Nous, on essaie de créer des formules de produits, ou en tout cas, on va chercher des formules les plus puissantes possibles, les plus concentrées possibles, parce qu'on ne veut pas rentrer dans le côté de facilité aussi, de se dire le minimum suffira. On sait très bien par les douleurs qu'elle a. Ouais, je teste en situation réelle, quoi. Donc, les grosses crises. C'est assez intense. Et ce qui est intense, finalement, si tu fais un produit qui marche pour le intense, il marchera pour le lambda, quoi. Voilà, le plus classique. En fait, c'était ça. Enfin, moi, sur le marché, il y avait déjà des petits produits pour soulager les règles douloureuses, ce genre de choses. Bon, moi, je faisais beaucoup de trucs maison, mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand on ne sait pas, on peut aussi faire n'importe quoi. Ouais. Et du coup, ce qu'il y avait pour les règles douloureuses, je me disais, mais en fait, c'est pas adapté pour l'endométriose. Nous, on n'a pas des règles douloureuses, on a des règles puissance x 10 000. Donc ouais, c'était ça la nécessité. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv à chaque fois qu'on sort un produit, c'est faut qu'il soit le plus efficace possible. Ouais, le plus anesthésiant possible. Et du coup, moi, je suis la première testeuse numéro 1. Ouais, et c'est grâce à ça. Enfin, finalement, c'est ce que tu disais. En fait, on a développé le lab de l'endo en premier lieu pour que j'aille mieux. Et pour moi, trouver des solutions pour aller au bout de ça. Et après, évidemment, pour aider les autres femmes.
avec. Et du coup, maintenant, aider aussi au travers de l'information, de la sensibilisation, les couples et les hommes et les aidants, etc. Tout à fait. Les produits que vous avez développés, est-ce qu'ils s'adressent uniquement aux personnes atteintes d'endométriose ou pas? Non. En fait, déjà parce qu'il y en a plein qui ne savent pas si elles sont atteintes ou pas et qui souffrent de règles douloureuses, de troubles digestifs, de baisse de libido, enfin tous les symptômes qu'on adresse. Donc on ne peut pas dire qu'on s'adresse qu'aux femmes qui sont atteintes d'endométriose parce qu'on ne veut pas du tout segmentariser ça. Donc on parle d'endométriose, on sensibilise sur le sujet, mais voilà, on aide les femmes à soulager leurs symptômes liés au cycle menstruel et à l'endométriose. Donc il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément d'endométriose, qui ont des règles douloureuses, qui ont des troubles digestifs, qui ont moins de libido, et les produits vont très bien marcher sur elles aussi. C'est l'expression qui peut le plus, peut le... je sais pas ce que c'est. Peut le moins. Comme nos produits soulagent des douleurs très fortes, évidemment, ils vont soulager des douleurs un peu moins fortes aussi, quoi. Ok. Cool. Parfait. Et donc là, on a bien compris, la mission du Lab de Lando, c'est vraiment l'information. Beaucoup d'infos à travers les réseaux, les newsletters, etc. Et la proposition de produits du coup qui peuvent vraiment significativement améliorer le quotidien des personnes qui souffrent d'endométriose et de symptômes apparentés, dirons-nous. Et c'est quoi les projets futurs du coup du lab? Est-ce qu'il y a des choses dans les bacs? Ça, c'est ton truc, ça. Sans trop spoiler non plus. Sans spoiler, on a évidemment plein d'idées sur les produits parce qu'on voit qu'il y a des besoins et on a envie de créer des choses qu'on ne voit pas forcément et on a envie d'avancer là-dessus. Donc il y a des produits qui arrivent. Là, il y a le Boom du coup qui est en cours, qui est en précommande. Donc ça, c'est des beaux projets qui sont des formulations déposées. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Donc on est aussi très excité pour le lancer. Le fameux baume au CBD du coup. Le fameux baume qu'on a... J'en peux plus, ça fait 1 an et demi. Il faut que ça sorte. Concentration dedans. Et non, les autres projets, au-delà des produits, c'est des projets toujours de communication et de prise de parole. On a lancé le podcast aussi à la rentrée. Il y a peut-être des nouvelles choses sur TikTok qui vont être faites parce que j'aimerais bien reprendre moi le TikTok 100% masculin. Ok, super. Et le passer 100% pour moi. C'est du boulot et on y croit. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire. On n'a pas la façon de travailler, mais... Non, mais c'est sûr. Mais en fait il y a un côté aussi un peu parfois... je donne à tous les niveaux quoi. C'est que tous les sujets je les ai. Et après, pour le côté production de tout ça, c'est motivant, mais voilà, il faut forcément s'y mettre. Mais c'est demandé en tout cas qu'il y ait un côté masculin qui prenne plus la parole de toutes les femmes pour qu'elles le fassent écouter à leurs frères, à leur mari, à leur papa, etc. Et oui, je pense que maintenant on en est là, il faut passer la seconde là-dessus. C'est vraiment bien ce serait top, de passer là-dessus. Donc niveau com, c'est que tu prennes plus la parole. Et sur le podcast, tu as déjà un épisode où tu prends la parole que toi sur comment... On vit l'endométriose quand on est un homme, donc c'est cool. Et TikTok, développement aussi. Et sinon, les autres projets, voilà, c'est vraiment toujours fitter à notre ADN initial et faire le maximum pour répondre et éduquer là-dessus, quoi. Moi, j'ai aussi des développements aussi de mon côté où je me forme aussi, ça c'est mon rêve aussi depuis toujours, pour accompagner des femmes et du coup développer aussi... des programmes d'accompagnement vraiment sur tout le côté émotionnel. Comme moi, ça m'a énormément aidée et ça me passionne, donc je me forme aussi là-dessus et du coup ça c'est des projets à venir donc j'ai trop hâte. Top, on a hâte aussi de voir ça émerger. Ça va être intense. Ouais. Génial. Et c'était hyper intéressant toute cette discussion. On était vraiment contents de partager ce témoignage et du coup de le partager au plus grand nombre. On a bien compris du coup que l'impact que pouvait avoir l'endométriose au sein du couple et le rôle que chacune et chacun pouvait jouer dans arriver à une meilleure prise en charge de la maladie dans son quotidien et dans la société en général. C'est vraiment super cool de pouvoir libérer la parole là-dessus.
On va finir par une petite question qu'on pose à la fin de chaque podcast, si vous voulez bien. Avec plaisir. Vous pouvez répondre séparément ou ensemble. Ce qu'on aime toujours savoir, c'est selon vous, quel est le plus gros tabou féminin? Vas-y, je t'en prie. Hein. Moi, je pense que c'est la sexualité. Ouais, bah, moi, ouais, le sujet, c'est les douleurs pendant les rapports. Pour moi, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est un des plus gros tabous féminins, quoi, sans santé féminine. Je peux pas dire mieux. Je peux pas répondre. En tout cas, le plus gros tabou féminin vu du côté masculin. J'irai sur le même parce que c'est ce que je trouve le plus impactant. C'est notre cheval de bataille, c'est le tabou qu'on veut détabouiser, pour lequel on fait beaucoup de contenu et on milite. Gros cheval de bataille. On a beaucoup de réactions. C'est là où on a le plus de réactions. Ouais. Autant de réactions de femmes et d'hommes qui trouvent ça cool que de réactions de masculinistes qui sont complètement réfractaires. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais... c'est là qu'on voit que c'est un gros tabou. Alors du coup, je fais contre-pied à la question, mais le plus gros tabou masculin, c'est justement de ne pas s'intéresser à la santé féminine. Ouais, sexualité féminine, ouais. Même. Au féminin dans son ensemble. Mm. De toute façon, on reprend toujours la phrase d'Emmanuel Macron pour le plan sur l'endométriose. Hein. C'est pas un problème de femme, c'est un problème de société, il a dit. Exactement. C'est tout résumé, quoi. Ouais. La société, là, du coup, je m'inclus dedans avec en tant qu'homme, voilà, c'est ça le plus gros tabou. C'est chaud. Et ben, je pense que c'est une super conclusion. Voilà, merci de me l'avoir livré, c'est impeccable. Et ben, merci encore infiniment d'être venu témoigner ici dans le podcast Sans Tabou. C'était vraiment précieux comme témoignage et je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode. Ah ouais.